Bonjour à toutes et bonjour à tous et nous voici pour une nouvelle vidéo de pilotage de projet. Donc la dernière fois on a vu le cycle classique que l'on retrouve dans les entreprises notamment françaises, qui est le cycle en V, donc le cycle traditionnel, pour gérer un projet et les différentes étapes qui le composent. Mais si je dis que c'est la méthode classique traditionnelle, c'est bien parce que il y a d'autres méthodes qui existent, et notamment des méthodes qui viennent de plus en plus présentes et qui s'appellent les méthodes agiles. Donc, notez que j'ai dit les méthodes agiles, en effet, il n'existe pas une méthode agile. En fait, les méthodes agiles, c'est un manifeste, ça vient du manifeste agile, donc Agile Manifesto, si vous voulez chercher sur Google. C'est une page, ça se lit extrêmement facilement. C'est un ensemble en fait de 4 valeurs et de 12 principes qui découlent de ces 4 valeurs. Et en fait, toute méthode, tout framework, tout process qui respecte ces valeurs et ces principes sont considérés comme des méthodes agiles. Donc, j'ai hésité à faire une vidéo sur les méthodes agiles dans leur globalité, mais je me suis dit que lire les quatre valeurs, ça peut être intéressant. Mais par contre, les 12 principes qui en découlent, enfin bref, ça allait être une vidéo assez chiante, puisque les méthodes agiles en tant que méthode agile, c'est plutôt abstrait. Ce qui compte, c'est vraiment de voir une méthode et comment est-ce que cette méthode-là applique les principes et les valeurs de l'agilité. Et justement, une des méthodes qui est le plus à la mode et qui s'exporte le plus, même en France, c'est le Scrum. Donc le Scrum, en fait, c'est un framework, c'est-à-dire un cadre de travail qui est une méthode agile. Donc, même si je ne vais pas quand même vous lister les 12 principes des méthodes agiles, je vais quand même vous lister les 4 valeurs des méthodes agiles qui sont quand même prépondérantes pour bien comprendre. Donc les 4 valeurs des méthodes agiles, les voici. Donc en fait, c'est 4 points, c'est 4 maximes si vous voulez, qui disent, premièrement, les individus et leur interaction plus que les process et les outils. En somme, c'est pour dire que l'équipe, les interactions, la cohésion de groupe, leur capacité, leurs compétences est beaucoup plus importante que finalement les méthodes de travail, les outils de travail, tous les processus, toute l'organisation qu'on a mis en place. En réalité, ce qui compte vraiment dans les méthodes agiles, on a mis l'équipe au centre du process. Si on prenait des experts dans leur domaine, mais que chacun bosse de son côté de manière un peu isolée, etc., on aura beau avoir des beaux process, des bons outils, ça risque de moins marcher que si on a une équipe qui marche de manière d'un seul bloc. Ensuite, deuxième valeur, c'est du logiciel qui fonctionne plus qu'une documentation exhaustive. En gros, on dit dans les méthodes agiles que les documentations, c'est très bien, les informations, tous les documents papier, tout ce qu'on faisait, notamment les différents artefacts qu'il y avait durant les cycles en V, donc tous les rapports qui devaient se faire, etc. C'est mignon, mais en fait, c'est pas ce qui rapporte de la valeur. C'est important, mais voilà, ce qui réellement est utile au client et ce qui va réellement créer de la valeur pour l'entreprise, c'est réellement le logiciel. Et c'est là-dessus qu'on doit vraiment s'attarder. On doit passer du temps plus sur le logiciel plutôt que du temps sur écrire une documentation. Et que voilà, le but, c'est vraiment de pousser le logiciel, le développement du logiciel en priorité. Et finalement, les documentations, ça ne doit pas nous gêner là-dessus. Ensuite, la collaboration avec le client plutôt que la négociation contractuelle. Là encore, c'est la volonté du client est roi, mais beaucoup plus que dans le cycle en V, en fait, le client doit vraiment être intégré au processus de développement. Ça veut dire qu'on va plus faire l'effet tunnel, c'est-à-dire que le client dit ce qu'il veut, il attend que le cycle se fasse et à la fin il voit. Non, ici, ça va être au cours des différentes phases, à chaque fois qu'on sort une bonne petite fonctionnalité, ce qu'on verra après qu'on appelle un incrément, le client doit pouvoir voir et nous faire un feedback tout de suite pour que justement on puisse corriger le tir ou tout simplement continuer si tout va bien. Donc l'idée c'est de ne plus perdre de temps et vraiment de travailler en cohésion avec le client et de manière directe. On n'attend pas la fin du projet. Évidemment, on va pas chercher la petite bête en disant ah oui non mais sur vos contrats vous nous avez dit que il fallait que ce soit comme ça, donc désolé vous le voulez comme ça mais c'est pas prévu.
Bon, évidemment, si c'est des grosses modifications, si, mais si le client vous demande ah ouais, mais le bouton, je l'aurais préféré rouge que bleu, ben vous dites pas ouais, non, mais sur le contrat, c'est écrit bleu. Les méthodes agiles partent du principe qu'un client heureux et satisfait vaut beaucoup plus qu'un client à qui on a respecté le contrat. En gros, on va essayer d'arranger le client plutôt que de réellement ce qui est écrit sur le contrat. Et justement, cela nous amène au dernier point, l'adaptation au changement plutôt que le suivi du plan. S'il y a un changement dans le projet, on ne gueule pas. Il faut au contraire accueillir favorablement ce changement et tout simplement s'y adapter, c'est-à-dire que un changement se fait, on n'est pas réticent et au contraire, si le client veut un changement ou s'il y a un changement pour X et X raison, et c'est pas grave, tant pis si on doit défaire des choses. L'important c'est la satisfaction client et le produit de qualité. On va en tout cas changer de tir, tant pis si ça casse notre organisation, ce qu'on avait prévu, etc. Moi je fais la fonctionnalité A et que c'est prévu que je la fasse, que je la termine, mais que d'un coup il y a mon responsable qui arrive et qui dit il veut un incrément avec la fonctionnalité B, et tant pis pour ma fonctionnalité A, j'accueille le changement, je suis favorable au changement et je fais la fonctionnalité B parce que c'est ce que veut mon responsable, le client, les parties prenantes, qui que ce soit. En gros, vous l'aurez compris, les méthodes agiles, c'est pas juste se borner à un process. Ce qui compte réellement, voilà, c'est ce qui apporte de la valeur, c'est les humains, donc l'équipe de développement, le client. Il faut qu'on travaille de concert avec lui et surtout ce qui crée de la valeur, c'est-à-dire le logiciel. Le but, c'est vraiment d'avoir un truc qui marche plutôt que des beaux documents, des contrats, etc. Parce que c'est pas ça qui vous rendra un client satisfait et c'est pas ça non plus qui fera que votre entreprise gagnera de la valeur. Donc, je ne vais pas lister les 12 principes d'Agile par contre, mais en tout cas, vous pouvez à partir de ces 4 valeurs voir grosso modo quelle est la volonté des méthodes agiles par rapport au cycle en V. Donc l'idée, ça va être de voir comment est-ce que le Scrum finalement incarne ces 4 valeurs. Donc revenons un petit peu sur Scrum, parce qu'après tout c'est un peu le sujet de ce cours. Donc Scrum, qu'est-ce que c'est? Alors Scrum, c'est un framework, c'est-à-dire un environnement de travail qui va vous permettre normalement de mieux gérer votre projet, c'est sa volonté. Après évidemment tout cela est relatif, on peut préférer le cycle en V. Là franchement en fait ça dépend des personnes tout simplement. Mais en tout cas Scrum propose une alternative, voilà, pour piloter son projet. Donc Scrum, évidemment, j'aurais pas fait ce grand laïus si ça ne se reposait pas sur les méthodes agiles. Donc évidemment, Scrum est dans une logique agile. Outre les 4 valeurs et les 12 principes, Scrum s'est également reposé sur 3 piliers qu'il considère comme centrales, c'est-à-dire la transparence, l'inspection et l'adaptabilité. Donc la transparence, qu'est-ce que c'est? C'est tout d'abord 2 choses. C'est développer un langage commun entre les différents acteurs du projet. Car après tout, le métier, par exemple, a un langage très spécifique dans son domaine. L'équipe de développement également, un vocabulaire très technique. De l'autre côté, on a aussi le client qui, lui, connaît pas forcément tout ce vocabulaire-là. On a la direction qui, elle, c'est plus du management de l'économie et des chiffres, donc forcément ça peut être parfois aussi technique et tout le monde ne comprend pas tous ces langages là, et donc c'est vraiment important de développer un langage commun pour que justement tous ces acteurs aient une très bonne compréhension du projet et sachent ce que l'on attend d'eux et arrivent à transmettre ce qu'ils veulent dire de manière claire et précise. L'idée, c'est évidemment d'éviter tous les quiproquos et autres problèmes parce qu'on avait mal compris quelque chose, qui nous fait perdre du temps, de l'argent et qui, bref, ralentit le bon déroulement du projet. Donc l'idée, c'est vraiment de poser clairement les choses, de rendre un langage accessible pour que tout le monde se comprenne et qu'ainsi on ne perde pas de temps. Et la transparence, c'est également éviter le problème lorsqu'on vous dit t'en es où de ton interface toi, et que vous répondez moi c'est bon, t'inquiète, je suis encore dessus, c'est bientôt fini, là il me reste plus que quelques détails et tu vas l'avoir bientôt ton interface. Sauf qu'en réalité, ce qu'on ne dit pas, c'est que ça fait 2 jours qu'on bloque sur un bug sur l'interface et que ça nous énerve, on n'y arrive pas, on est complètement empêtré et on cherche sur internet, sur les forums et tout, ça nous énerve et en même temps ça n'avance pas le projet. Et Scrum dit non.
C'est fini cette époque. Tant pis pour votre orgueil, vous le remballez et vous le dites. Vous demandez de l'aide. On est tous dans le même bateau, on est tous dans la même galère. La galère étant un bateau, donc en fait je me répète, c'est pas grave. On est tous dans la même galère, c'est-à-dire qu'on veut tous faire en sorte que le projet avance, on n'a pas envie de le voir couler. Donc on est là pour aider. Seul problème, c'est qu'on veut bien vous aider, mais si vous ne nous le dites pas, on ne peut pas. Donc vous avez un bug, vous allez voir votre équipe, vos collègues, et vous dites, bah voilà, écoute moi, je bug, j'arrive pas à me dépêtrer de cette situation, est-ce que tu aurais des pistes, est-ce que tu as déjà vu le problème? Alors, ils vont peut-être pas pouvoir vous aider, mais on peut trouver, il y a toujours une solution. Soit ils vont vous trouver comment résoudre le bug, soit on va trouver un moyen de contourner le problème. On va voir, on est dans la discussion, il y a toujours des solutions. Tout comme il y a toujours des aléas dans un projet. Vous allez toujours rencontrer des situations où vous allez avoir un bug, un truc que vous comprenez pas et que un problème. C'est pas grave, c'est normal. Personne ne fait toujours tout bon. C'est pas grave. Tout le monde rencontre des bugs, tout le monde a eu des problèmes. C'est normal. Il faut dans ce cas aller voir justement ces personnes qui les ont déjà eues et peut-être qu'ils pourront vous guider. C'est tout. Il n'y a pas de honte. Voilà. Donc ensuite, on va passer donc à l'inspection. Donc l'inspection, c'est très simple, ça va reprendre un peu le PDCA. L'idée, c'est qu'on va voir, on va faire un peu de contrôle, on va prendre un peu de recul en disant, bah, qu'est-ce qu'on a fait, est-ce que l'on a bien respecté ce qu'on a fait, etc., ce qu'on voulait. Car effectivement, même si on dit que le projet est plus important que la documentation, vous verrez tout à l'heure qu'il y aura quand même certains artefacts, donc certains documents, où on va dire fixer des plans d'action, si je puis dire. Et il est possible de s'en écarter, il est possible parfois de ne pas y arriver, etc. Là encore, le Scrum vous dit c'est pas grave, mais dans ce cas, faites une analyse, demandez-vous tout simplement, bah, qu'est-ce qui a fait que j'ai foiré, et aussi, bah, qu'est-ce que je peux mettre en place pour ne pas que l'erreur se reproduise. C'est une démarche d'amélioration continue, en fait. Et enfin, ben, on a l'adaptabilité. L'adaptabilité, c'est très simple, c'est dès qu'on a une erreur, dès qu'on a un problème, par exemple qu'on a vu dans la phase d'inspection, on sait qu'il y a un problème, et ben on doit rebondir. Surtout, on ne doit pas se démoraliser, surtout on ne doit pas traîner des quatre fers parce qu'on est réticent au changement. Non, l'adaptabilité, ça rejoint la valeur des méthodes agiles sur l'accueil du changement. Il y a un problème, il y aura toujours des aléas, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ben c'est pas grave, c'est fait, c'est comme ça. Maintenant, c'est qu'est-ce que je fais pour corriger le tir, pour rattraper la chose, qu'est-ce que je peux faire pour continuer à créer de la valeur, faire avancer le projet. On arrête de se lamenter et on avance. Donc tout ça c'est bien, mais tout ça c'est encore des beaux mots. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est que Scrum? Alors, Scrum déjà, ça se base sur une équipe, qui est une équipe, vous allez voir, avec différents rôles. Et il y a également une équipe de développement qui doit être autogérée et polyvalente. Donc c'est une des grandes particularités, si je puis dire, des méthodes agiles, en tout cas plus particulièrement de Scrum, c'est qu'il n'y a pas de chef de projet. Vous m'entendez bien? Il n'y a pas, non, de chef de projet. Il n'y a personne qui est là pour diriger, faire l'orchestrateur. L'équipe est autogérée, elle se gère toute seule comme des grands. On a confiance en la capacité humaine. Les gens, de toute façon, ils savent très bien que s'ils font de la merde, ça va être leur poste qui va être impacté. Hein. Ils savent très bien que s'ils font de la merde, ils risquent de voir un retour de bâton. Donc, leur but, c'est clairement de réussir le projet. Donc, on n'a pas besoin de les pousser, on n'a pas besoin ils doivent être autogérés. Et en outre, ils doivent être polyvalents pour éviter de dépendre d'une seule personne, parce que si un jour la personne est malade, elle a un problème, un accident, elle quitte l'entreprise, eh bien ça peut clairement impacter grandement le projet, etc. Donc l'idée c'est vraiment qu'on n'ait plus justement cette dépendance à des personnes, à des process ou autres. C'est vraiment que les collaborateurs puissent être polyvalents.
c'est-à-dire qu'il puisse s'occuper de plusieurs tâches différentes, et ça aide également pour le partage de connaissances et la montée en compétences de nos collègues. En effet, si vous n'y arrivez pas à un problème, mais que d'autres salariés ont déjà tourné sur cette compétence, eh ben, vous pouvez très bien venir leur demander de l'aide. Donc, maintenant allons aborder les différents rôles de Scrum. Donc il y en a 3. Il y a le Product Owner, le Scrum Master et l'équipe de développement. Il faut savoir que l'équipe de développement, comme je l'ai dit, elle est autogérée. Et je répète, il n'y a pas de chef de projet, c'est-à-dire que toute personne de l'équipe de développement a le même grade, ce sont des développeurs. Il n'y a pas de non mais moi je suis un expert C#, non mais moi je suis un ingénieur C++, multithread, non, vous êtes développeurs, vous êtes tous dans le même niveau, vous êtes tous équitables, maintenant vous avancez. C'est pour éviter tous les problèmes d'ego, etc. Si on veut une équipe autogérée, il faut que tout le monde ait le même grade, sinon ça ne va pas être possible. Ensuite, on a le Product Owner. Le Product Owner, en fait, c'est ce qui va faire l'interface entre l'équipe de développement et le client. Parce que on dit qu'on va travailler avec le client, c'est très bien. Sauf que le client, on va peut-être pas forcément lui téléphoner toutes les heures pour lui demander est-ce que ça vous va, est-ce que ça vous va, est-ce que vous voyez plutôt ça comme ceci, est-ce que vous voyez ça plutôt comme cela. Non, l'idée c'est vraiment en fait, on va désigner quelqu'un qui va faire le tampon avec le client et l'équipe de développement. Donc ça veut dire que le client va clairement lui expliquer ses attentes. D'un autre côté, le product owner, il va voir un petit peu le domaine métier, il va travailler avec les métiers, voir un petit peu comment est-ce que tout cela marche. Et ensuite, il va dire à l'équipe de développement réellement ce qu'attend le client. Et ainsi, on va quand même avoir un retour client rapide, mais on va éviter de le solliciter 100 000 fois. En fait, le client sera représenté par cette personne, donc le product owner. Et enfin, nous avons le petit Scrum Master, donc le maître Scrum, qui, attention, n'est pas à prendre au sens de maître, dans le sens le plus compétent, le maître d'œuvre, etc., le grand patron. Non, c'est plus master dans le sens mentor, guide, vous voyez. L'idée, c'est en fait, il est là pour s'assurer que l'équipe, donc que ce soit le product owner ou que ce soit l'équipe de développement, que l'équipe respecte bien les méthodes agiles et le framework Scrum. Il est là pour mettre en place les différents process, pour guider les différents acteurs durant la réalisation de ce projet et de vérifier que les artefacts sont bien faits, que la méthode de travail promue par Scrum que l'on verra tout à l'heure est bien faite, que toutes les réunions sont bien faites, que le product owner fait bien son travail, que l'équipe de développement fait bien son travail, mais attention, il ne juge pas la qualité. Il va pas dire ton code il est nul, etc. Il est juste là pour vérifier que on respecte bien la méthode, et purement la méthode. Il va dire écoutez, là je ne vois pas le document, il n'a pas été fait dans les temps, c'est pas bien, ou là la réunion elle n'a pas été faite, c'est pas bien. Mais il ne va pas critiquer ou en tout cas contester ce qui est dit dans les réunions, qui a été décidé par l'équipe, ce qui a été décidé par le product owner. Lui, il est juste là pour, pour le formalisme, pour guider les gens. C'est un guide, c'est le Scrum Master. Et j'insiste, ce n'est pas un chef de projet. Donc, l'organisation globale. Donc le Scrum se base sur un cycle en fait qui s'appelle un sprint, qui a une valeur temporelle de 2 à 3 semaines. La durée peut être libre et dépendre entièrement de ce qu'il y a à faire. Elle doit toujours être régulière par contre. Si on décide que c'est 3, ça sera toujours 3. Si on décide que c'est 4, ça sera toujours 4. Si on décide que c'est moins, ça sera toujours moins. Si on décide que c'est plus, ça sera toujours plus. Mais en tout cas, c'est constant. Mais généralement, on choisit un cycle d'1 mois. C'est sur ça que va se reposer le Scrum. Mais commençons par le début, et donc commençons ici par la gauche, et donc par le backlog produit. Donc ce qu'on appelle en anglais le product backlog. Donc le product backlog, en fait, il est fait par le product owner, ce qu'ils ont appelé sur le schéma le propriétaire du produit,
Et globalement, en fait, le produit va être découpé par le product owner en différentes tâches, en différentes fonctionnalités. Par exemple, je sais pas moi, la fonction de sauvegarde et d'importation de la sauvegarde, c'est une fonctionnalité. Je sais pas moi, système de login, c'est une fonctionnalité. Avoir un espace membre, c'est une fonctionnalité. Et l'idée, c'est qu'en fait, justement, le product owner va découper toutes ces différentes tâches, va identifier les différentes fonctionnalités et va compiler toutes ces fonctionnalités dans un document, donc un artefact, qu'on appelle le product backlog. Et surtout, en fait, il va prioriser ces tâches. C'est-à-dire qu'il va mettre les plus importantes en haut et les moins importantes en bas. Lui, il fait son travail et il montre à l'équipe son product backlog. Ensuite, c'est au tour de l'équipe qui va choisir différentes fonctionnalités et différentes tâches dans ce product backlog. Personne d'autre que l'équipe n'a le droit de décider ce qu'elle veut faire. C'est-à-dire que même si c'est extrêmement priorisé, l'équipe peut décider de prendre la troisième fonctionnalité, la quatrième. Évidemment, généralement, ce que l'on priorise énormément, c'est des choses qui, en fait, sans elles, ça peut pas marcher. Donc, généralement, on respecte l'ordre qui est donné par le product owner. Par exemple, faire un système de sauvegarde, c'est bien, c'est génial, je peux commencer par ça, je suis libre. Par contre, si j'ai pas fait l'étape où on devait formaliser les données et l'architecture du programme, c'est un peu embêtant, puisque je ne sais pas ce que je vais sauvegarder en fait. Donc évidemment, par ordre de priorité, on va d'abord faire le système d'architecture de nos données. Mais voilà, sachez que l'équipe, elle est totalement libre de choisir les fonctionnalités qui lui plaisent. Et ainsi, elle va tout simplement mettre ces fonctionnalités dans un sprint. Ces fonctionnalités choisies vont être compilées dans un fichier qu'on appelle le sprint backlog. Et par exemple, on va dire, pendant cette semaine, je vais faire ça. Ces différentes fonctionnalités qui ont été prises dans le product backlog. Et ça, je le fais dans le sprint actuel. Jusque-là, pas de problème. Il faut par contre que le sprint ait un but. Donc par exemple, je sais pas, moi je dis le but de ce sprint, ça va être de s'occuper de l'espace client. Et donc il va y avoir un système de login, l'espace personnel, l'inscription au newsletter, le suivi, les paramétrages de profil, etc. Voilà. Et ça, je le mets dans mon petit sprint et j'ai un mois pour le faire. Donc ensuite, l'équipe, pendant le sprint, elle va travailler. Elle va travailler sur ce qu'elle a dit dans le sprint backlog. Et comme vous pouvez le voir ici, on a une petite boucle qui s'appelle la mêlée quotidienne. Parce que Scrum, je ne sais pas si vous avez fait le lien, mais Scrum, ça veut dire une mêlée en rugby. Ça vient de l'anglais. Scrum, c'est une mêlée. Et du coup, en fait, c'est une mêlée quotidienne. Le vrai terme anglais, c'est a daily scrum. Donc, daily scrum, c'est en fait une réunion en tout début de journée, une réunion qui fait entre 5 à 10 minutes, qui se fait debout. L'idée, c'est en fait c'est de faire une réunion rapide. Donc, l'idée, c'est de pas laisser les gens s'installer et tout. C'est non. Les réunions, elle se fait debout, 5 minutes. Et on va dire 3 choses. Qu'est-ce que l'on a fait hier? Quels ont été les problèmes rencontrés? Donc là, c'est le moment où on doit dire justement, avec la phase de transparence, si on a eu des problèmes. Et enfin, 3, qu'est-ce que l'on va faire aujourd'hui? Comme en faisant cela, en fait, en faisant ce daily scrum, tout le monde de l'équipe sait qui fait quoi et qu'est-ce qui a été fait et quels ont été les problèmes. Donc tout le monde a eu un aperçu sur l'avancée du projet. Et du coup, est-ce qu'on va arriver à faire le scrum ou est-ce qu'on ne va pas est-ce qu'on va arriver à faire le sprint ou pas? À la fin du sprint, normalement, on a fait un ensemble de fonctionnalités qui répond à un but donné qui était le but du sprint. Donc normalement, on a un produit à la fin qui est livrable. Si j'ai fini mon ajout, mon espace de gestion client, je l'ajoute dans mon logiciel et je l'envoie au product owner qui va demander au client, écoutez, voici la version, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous avez des retours à me faire, etc.
Juste pour préciser, hein, les personnes qui sont Product Owner ou encore Scrum Master, généralement, ils sont rarement, c'est possible, hein, mais ils sont rarement que Scrum Master ou que Product Owner. Généralement, c'est des développeurs qui ont les deux étiquettes, développeur et Product Owner et Scrum Master. Et à la fin, un truc qui n'est pas présenté sur ce schéma, mais à la fin, normalement, il y a une revue de sprint où tout simplement on dit qu'est-ce qui s'est passé durant ce sprint, quelles ont été les erreurs. Ça, c'est pour toute la phase en fait d'inspection. Là, comme vous le voyez, c'est l'organisation globale, mais rappelez-vous la phase d'adaptabilité. Il est possible de s'adapter. Vous voyez, c'est suffisamment général pour pouvoir s'adapter à différents contextes, à différentes tailles d'équipe, à différents nombres de collaborateurs, à différentes structures, etc. Donc c'est plutôt une architecture assez souple. Et peut-être que ça va pas forcément s'appliquer à tout le monde, mais ce n'est pas grave, puisque c'est une méthode qui peut s'adapter. On s'adaptera, c'est pas grave si on respecte pas forcément à la lettre. Tant que le Scrum Master est là pour s'assurer que la logique et la philosophie du Scrum est toujours respectée, c'est bon. Donc j'espère que vous avez compris. Je vais m'arrêter dans cette présentation parce que je trouve que la vidéo est déjà suffisamment longue. J'ai peut-être pas entièrement tout parlé du Scrum, effectivement. Il faut savoir que je passe ma certification Scrum, donc pour le moment je suis en plein dedans. Mais voici en tout cas comment ça se passe. Donc nous avons un Product Owner qui est en lien permanent avec le client, ou en tout cas les métiers, pour justement gérer les différentes fonctionnalités du produit et les organiser, les prioriser. On a l'équipe qui va décider pour un sprint d'avoir un objectif et va prendre différentes fonctionnalités qui rejoignent cet objectif. Ils vont faire un sprint, donc ils vont travailler pendant 2-3 semaines avec cet objectif en tête. Et une fois que cet objectif est atteint, une fois que le sprint est fini, normalement, comme on a fini le but, c'est une fonctionnalité complète qui a été faite. Donc c'est-à-dire qu'on a un produit potentiellement livrable à montrer au client, du moins. Un truc testable, quoi, un truc montrable, le client peut voir. Et évidemment, durant le sprint, il y a donc le fameux Daily Scrum, ou en tout cas mêlée quotidienne, où l'on dit ce qu'on a fait hier, nos erreurs, et ce qu'on va faire aujourd'hui. Tout ça dans un but de transparence, d'inspection et d'adaptabilité. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis un peu plus de voir ce qu'est Scrum, comment ça marche et comment ça s'orchestre. Et j'espère que je vous ai appris des choses. Sur ce, merci et à une prochaine fois pour une prochaine vidéo.